Il y a cette image aussi de favoritisme, en tout cas dans les octrois de subsides. Je demanderais ici de ne pas rentrer dans les polémiques, c'est vraiment pas le but. Mais c'est surtout pour opposer en fait un côté un peu où on favorise en fait les gens qu'on connaît, ceux qui vont voter pour, ceux qui vont nous amener à parler en fait dans leur association, et une gouvernance que prône écolo, qui veut une transparence et une égalité de traitement. Alors, autant, par exemple, je serais pour, évidemment, une égalité de traitement, autant on pourrait avoir cette peur que égalité de traitement voudrait dire plus de processus administratifs. Plus de processus administratifs rajouterait de la lourdeur, qui est déjà assez énorme, en fait. Pour dire, quelquefois, on peut avoir un subside et 2 mois... on peut introduire une demande de subside, 6 mois après, on a une réponse pas officielle au téléphone, et seulement 3 mois après, on a le courrier qui dit combien est-ce qu'on a, sachant qu'on aurait déjà commencé un peu de projet. Donc ça, c'est la première chose, transparence versus simplicité. La deuxième chose, c'est comment laisser la liberté des thématiques des actions. C'est-à-dire qu'on a souvent, et on l'a eu avec TIN, où on a mené un modèle en fait, d'éducation un peu alternatif, et on disait tout le temps, vous ne rentrez pas dans nos cases. Et j'aimerais dire, voilà, je ne le disais pas, parce que voilà, on est quand même là pour avoir des sous finalement, vous êtes qui pour déterminer des cases en fait, dans le sens où c'est à nous, acteurs associatifs, on connaît le terrain, on sait quels sont les besoins. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre des cases? Alors je comprends qu'il y ait des catégories, mais dans quelle mesure est-ce que pour les nouveaux budgets, et là ce serait une question directe pour les personnes qui en tout cas rentreraient dans une majorité, dans quelle mesure est-ce que vous pourriez intégrer véritablement le secteur associatif dans l'allocation des budgets, dans les thématiques phares, dans les priorités, et également dans quel type de frais est-ce qu'on peut faire entrer? Parce que très souvent, les frais personnels, par exemple, sont refusés. Les frais d'infrastructure, par exemple pour l'achat de ce bâtiment, sont refusés. Et j'aurais envie de dire à ce moment-là, qui sont-ils, ces représentants, ces membres d'administration, pour décider de comment va aller notre argent pour un bien public? Donc juste ramener peut-être la responsabilité. Et donc ça, c'est une question vraiment directe par rapport à ça. La deuxième, on a pas mal abordé la question du genre, pas mal abordé la question du foulard. J'avais une question par rapport à ça, mais je vais la skipper. Moi, j'aimerais juste qu'on parle de la surdiscrimination, en fait, qu'ont déjà les femmes de manière générale. Donc une femme se fait agresser, donc elle subit déjà une agression, une discrimination, un sexisme. Quand elle se va pour porter plainte, elle se retrouve découragée. Donc déjà, c'est un effort énorme d'aller porter plainte après une agression. Elle se retrouve très très souvent découragée, que ce soit par les policiers ou d'autres organes qui accompagnent, en expliquant tout ce qui va mal se passer. Et très souvent même, on dit « Ah, mais écoute, de toute façon, tu ne pourras rien. Voilà, ne va pas plus loin. » Et quand finalement elles vont plus loin, elles se retrouvent appauvries, elles se retrouvent avec un statut, quelquefois qu'elles sont exclues d'une école parce qu'elles auront eu des séquelles qui ne leur permettront pas de suivre leur cursus, sortir d'un emploi. Donc elles se retrouvent appauvries, elles stagnent dans leur ambition académique et professionnelle. Et pourquoi je signale ce point-là ici? C'est parce qu'en tant que femme, on est victime de sexisme, et en tant que racisée, on est victime de racisme, et en tant que musulmane qui porte un foulard, on est victime d'islamophobie. Donc on a cette espèce de discrimination croisée qui fait que ça devient vraiment, vraiment, vraiment problématique d'avancer dans la société. Et nous, en tant qu'acteurs associatifs, comment est-ce qu'on peut travailler l'inclusion des individus? Comment est-ce que moi, je peux répondre à une jeune fille qui me dit « Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je crois que je vais aller dans cette école ou vers cet emploi parce que c'est les seules qui acceptent tout ce que je suis et toutes mes parties d'identité. » Voilà. Et je pense très clair, c'est comment est-ce que les associations qui jouent un rôle essentiel et fondamental dans notre société, et je pense que ce qui vient d'être dit, ça fait aussi écho à toute une série de sujets qu'on a évoqués par rapport au statut de jeunes dans la société, le fait de faire reculer la discrimination, le fait de donner les outils à nos jeunes pour qu'ils puissent être des acteurs de demain, qu'ils puissent s'émanciper par rapport, je dirais, à toute une série de choses. Et pour cela, il faut évidemment que les associations de première ligne, qui font un travail sérieux, puissent être traités évidemment de manière la plus correcte possible et qu'ils puissent obtenir les soutiens des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il est clair, et je vais résumer la réalité, c'est qu'il y a toute une série de secteurs dans l'associatif qui bénéficient d'aides de subsides de la part des pouvoirs publics, qui par moment doivent prendre des véritables parcours de combattants avec des difficultés, il faut contacter des personnes, passer par des intermédiaires, alors que des appels à projets sont clairs, existent. Et une chose que moi je dénonce depuis de très longues années, c'est évidemment cette politisation de ces aides qui existent. Le peu de clarté, il y a des aides qui
sont très claires, qu'on retrouve sur des sites, vous pouvez vous adresser, il y a des procédures à suivre, et là je pense que les choses sont claires. Par contre, il y a d'autres soutiens qui existent dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la culture, de la jeunesse, le domaine des sports, où il faut avoir des proximités avec un responsable politique ou un parti politique, et ça pour moi c'est insupportable. Il faut que demain, et ça c'est dans l'accord, si on est dans une majorité, c'est une des exigences qui sera la nôtre, c'est de faire en sorte que les moyens publics et l'argent des contribuables, l'argent que nous donnons à l'État pour pouvoir financer tous les projets, soient utilisés d'une manière juste, équitable et transparente. D'autant plus que les associations, je le répète, je ne suis pas des associations sérieuses, pas des associations bidons qui existent juste pour faire plaisir à l'un et à l'autre et qui ne rapportent aucune plus-value à la société, font un travail extraordinaire et elles ont besoin de pouvoir être pérennisées dans leur activité, et pour ça elles ont besoin d'aides structurelles qui non seulement puissent être accessibles d'une manière très claire, transparente, mais aussi qui soient évincées de toutes ces lourdeurs administratives qui rendent les choses très compliquées et très complexes. Et moi je pense que c'est une obligation qui est celle de toutes les formations politiques, d'arriver à un moment donné que les choses soient claires, soient transparentes, et que tout le monde puisse comprendre les mécanismes et qu'il n'y ait pas de politique de clientélisme ou de copinage. Et c'est dans l'intérêt de nos concitoyens, de notre démocratie, si on veut pas que demain nos concitoyens se détournent du monde politique. Et donc ça, c'est une de nos volontés, et si on est autour de la table, évidemment, nous la défendrons avec force. On va essayer de terminer avant la demi-heure. En fait, qu'est-ce qui favorise le copinage et le clientélisme? C'est le manque de moyens, le manque de budget, hein, c'est clair. Donc les associatifs qui sont là à toquer à une porte, s'il te plaît, et on essaie d'user d'un rapprochement politique. Je pense que tu as une belle expérience du côté de Molenbeek, hein, tu sais très bien comment ça se passe, d'être copain avec un tel ou un tel pour aller chercher, mendier, en fait, mendier quoi pas que je pratiquais. dans... J'ai mis de l'ordre. Non, voilà. D'aller mendier de l'argent, en fait, c'est notre argent. Maintenant, la question fondamentale qui pose le budget, c'est est-ce qu'il y a assez de budget, est-ce qu'il y a assez de moyens pour répondre en fait, aux besoins de la population, de notre jeunesse. Clairement, tu poses la question, tu y réponds, clairement c'est non. Effectivement, il va falloir lutter pour avoir des moyens supplémentaires pour effectivement développer tous ces projets associatifs dans les quartiers et qu'il faut les saluer. On est dans la 3e, 4e région la plus riche d'Europe. Ça, c'est un constat, et dans nos quartiers, on voit qu'il n'y a juste pas de moyens. Ça, on a voté pour, dans le sens où, effectivement, une fois qu'on donne des subsides, on essaie d'avoir des comptes, et on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le conseil d'administration, dans quelle tendance on y va. Donc ça, c'est assumé, et je pense qu'il y a une logique là-dessus. Une fois qu'on reçoit de l'argent, on demande aussi des comptes. C'est, je trouve, assez normal sur cet aspect-là. Fonction publique, neutralité, mosquée, abattage rituel, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, c'est à vous de voir. Je le pense. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre C'était ça, réponse. le Je vais quand même football. donner la parole au MR. Comme ça, chacun aura parlé. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je voudrais juste préciser que je suis candidate pour les maires depuis un peu moins de 3 mois. Je suis vraiment une candidate d'ouverture. Je suis ici avec des candidats bien plus expérimentés que je respecte et salue. Je précise donc que les têtes de liste ont été invitées, que Mme Skepmans, jusque hier, nous disait peut-être je viendrai, et que finalement elle ne vient pas. Ce que je trouve, ce qui explique aussi mon engagement aussi pour ces élections, c'est qu'il y a une expérience de la diversité dans les partis qui viennent de parler de quand même quelques années, et que je trouve ça quand même ahurissant qu'en 2019 on doit encore débattre de ces questions-là.